Bonjour aux parents et aux enseignants qui sont tous les jours confrontés peut-être à des enfants compliqués, difficiles. Peut-être que vous êtes tous les jours confrontés à un enfant trop sensible ou un enfant qui manque de confiance en lui parce que scolairement c'est compliqué, peut-être est-il dyslexique. Vous avez aussi des enfants turbulents qui peuvent crier, frapper, mordre, ne pas supporter la moindre forme d'autorité. Alors face à tout cela, eh bien c'est culpabilisant d'avoir l'impression d'être impuissant, d'avoir l'impression qu'on a donné notre maximum et que malheureusement on ne sait pas gérer, voire même peut-être que vous n'osez pas en parler. Peut-être que l'enfant est suivi par un pédopsie, mais souvent ça ne suffit pas. À travers cette vidéo, je vais vous informer de toutes les raisons qui font que les enfants se comportent ainsi. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce phénomène a tendance à se généraliser et à s'amplifier. Et puis surtout, je vais vous donner des réponses et des conseils pour en sortir. Alors, à de suite. Pourquoi un enfant peut-il être compliqué? Bien sûr, ça peut venir d'abord de la vie intra-utérine. Comment s'est passée la conception? Alors on fait souvent tout un plat de savoir si on a désiré un enfant ou pas, mais c'est pas forcément traumatisant de ne pas avoir désiré un enfant. La majorité des enfants sont nés par accident et à partir du moment où c'est un plaisir pour vous derrière, ou en tout cas dans les premiers mois, ça n'aura pas forcément de séquelles. Par contre, ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas été cogné pendant l'accident, que vous n'ayez pas eu de grosses dépressions, que vous n'ayez pas eu de gros traumas. Sinon, en effet, ça, il faudra ensuite le nettoyer dans l'inconscient de l'enfant. Ensuite, il y a l'éducation, mais cette éducation, on va y revenir tout à l'heure avec tout ce que je vous déconseille de faire ou tout ce qu'il faut essayer d'améliorer si vous n'avez pas réussi à faire mieux pour l'instant. Et puis ensuite, il y a la nature même de l'enfant, sa personnalité. Par exemple, si vous avez un enfant qu'on appelle borderline, ce sont des enfants qui vont facilement passer du rire aux larmes, qui vont facilement être déstabilisés, qui vont facilement être hypersensibles. Ce sont des enfants difficiles à élever parce qu'ils ont de grosses attentes absolues, que sont un petit peu des petits parents dans leur peau d'enfant, et qu'ils ont une hyper conscience sur le monde et une hyper justesse et sagesse qui par contre s'exprime par une hyper sensibilité physique, qui peuvent avoir des douleurs physiques, qui peuvent capter trop de choses et qui ont vraiment un côté un petit peu sauveur du monde trop disproportionné dès l'enfance et s'attirer des vies très compliquées. Vous avez un enfant dyslexique, il est trop mignon, il est gentil, mais il est peut-être un peu puéril, il a peut-être un retard de maturité mentale de 2-3 ans. Du coup, vous sentez bien scolairement qu'il est souvent fatigué, qu'il a besoin de plus dormir, de moins faire de devoirs. En vacances, vous avez besoin de le préserver, qu'il a besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil, qu'il a besoin aussi d'être proche des animaux, ou de couleurs, de joie, de bienveillance, et que sinon, il est affecté personnellement et ça s'en ressent dans ses résultats scolaires. Si vous voulez aider ces enfants-là, allez voir toutes les vidéos sur la dyslexie que je vous propose sur YouTube. Vous avez largement de quoi répondre à toutes vos questions. Si vous avez un enfant qui est zèbre, surdoué, il sera hypersensible, il aura du mal à dormir, il va penser trop, il va être un petit peu un jeune adulte dans le corps d'un enfant. Et du coup avoir des opinions sur plein de choses, il a besoin de justesse, de cohérence, il a besoin que vous le stimuliez, il a besoin des fois de sauter une classe, mais des fois pas, ça dépend. Je vous invite à regarder toutes les vidéos sur le zèbre et le THP qui vont vous aider à répondre à toutes vos questions. Et puis, il y a tous les enfants qui ont des sous-types compliqués. C'est quoi un sous-type? Je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet, mais en gros, vous avez le sous-type amoureux. Eh bien, l'enfant va tomber amoureux peut-être dès 4 ans de la petite fille dans la maternelle ou la crèche, et du coup la coller. Moi, quand j'étais petite, j'avais le sous-type amoureux, et ma mère m'a décrit qu'à la crèche, je tenais le pied d'un petit garçon et je ne le lâchais pas toute la journée. Eh bien, c'est compliqué quand on a le sous-type amoureux, parce qu'on est tout le temps amoureux, on est amoureux de l'amour, on pense toujours que c'est le grand amour, on est prêt à mourir d'amour, et du coup, eh bien, les jeunes filles comme les jeunes garçons peuvent sauter par la fenêtre pour aller voir quelqu'un, même si vous leur interdisez, peuvent aller trop tôt à des soirées, peuvent se marier trop tôt, peuvent avoir un enfant trop tôt, parce qu'ils vont se consumer d'amour, et l'amour remplit toute la place dans leur vie. Lorsque vous avez un enfant qui a tendance à survaloriser l'amour, eh bien, il peut être bien sûr la victime de prédateurs qui vont profiter de cela. Et puis, vous avez les sous-types comme jalousie zèle ou possession-reddition qui ont la même problématique, mais avec des problèmes en plus.
Aujourd'hui, je voudrais particulièrement parler du sous-type possession-reddition. Si votre enfant a une des caractéristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure pendant l'introduction, s'il mord les autres élèves, ou s'il est dans un esprit de compétition permanent, s'il a du mal à accepter votre autorité, s'il fait des crises, s'il vous dit non tout le temps, si vous êtes épuisé, si parfois vous avez du mal à aimer votre enfant ou vous aimeriez bien des fois le laisser une semaine quelque part pour vous reposer, si après lui vous avez eu du mal à envisager d'avoir un autre enfant, si vous vous sentez coupable de toutes ces pensées-là, si vous n'arrivez pas à l'habiller sans que ça se transforme en pugilat, si vous n'arrivez pas à faire un repas sans qu'au milieu du repas il vous réclame un autre repas, si quand vous faites un jeu de société, il fait tomber le plateau, puis il jette les quilles, puis il jette les dés, il fait tomber le jeu de tout le monde, il frappe ses frères et sœurs, s'il y a une tension permanente dans la famille et que vous avez toujours un de vos enfants qui est en train de pleurer dès que cet autre enfant est présent, alors très probablement que vous avez un enfant possession-reddition. Si en plus de cela, il est zèbre ou THQI ou border, parce qu'on peut cumuler, alors peut-être même qu'il vous mord, peut-être qu'il vous crache dessus, peut-être même qu'il va faire des allusions sexuelles très tôt, parler beaucoup de fesses, de morve, et dire tous les mots qui peuvent vous choquer, vous blesser, vous heurter, que ce soit dans le bain. Peut-être qu'il a tendance à trop toucher son petit zizi, ou à toucher les fesses de son frère et sa sœur, et vous êtes choqué. Vous avez même peur peut-être, parce que vous dites qu'il a peut-être une pathologie sexuelle. Il faut savoir que le sous-type possession-reddition est limite, vraiment très proche, de la classification de la perversion. Donc il a des points communs. Mais bonne nouvelle, ça se résout, ça se travaille, et nous en colo, on peut totalement résoudre ça. Mais vous, en attendant, vous avez un enfant qui hurle à chaque fois que vous lui dites non. Vous avez un enfant qui crie pour obtenir ce qu'il veut quand il veut, qui peut refuser de faire sa sieste, qui peut avoir tendance à se coucher beaucoup trop tard, à prendre plusieurs bonbons ou gâteaux quand vous en distribuez alors que vous avez dit un seul, à commencer son repas et puis dire que c'est pas bon, à cracher devant tout le monde, à vous mettre mal à l'aise en public. Vous pouvez avoir un enfant qui a commencé à manger un repas qu'il a toujours aimé et d'un coup qui vous dit que c'est pas bon, qu'il va s'étouffer, qu'il a mal, qu'il a mal à la bouche, à la dent, à la tête et feindre des douleurs physiques et vous y croyez parce que l'enfant peut avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans et que vous dites que ce n'est qu'un enfant. Alors du coup, comment imaginer que tout ça ce sont des stratégies pour vous manipuler, vous fatiguer, vous user et vous pomper votre énergie? Et puis comment faire pour autant ne pas projeter sur lui vos frustrations, votre colère, pour ne pas le frapper, pour ne pas le punir trop, rester bienveillant, lui donner un cadre sécurisant, parce que ça reste un enfant. Comment faire pour trouver ce juste équilibre entre votre santé mentale et prendre soin de lui pour que ça n'aille pas plus loin et au contraire, que ça résorbe un petit peu tous ces excès? D'autant plus qu'un enfant possession-reddition alterne, il y a des moments où il est mignon. Et puis souvent, comme il est pas bête, il va jouer les petites gueules d'ange, il va avoir l'air tout innocent. Au moment où il est en train de faire une bêtise, tout d'un coup, il va se rappeler que vous aimez les politesses et il va dire « s'il vous plaît ». Ou alors, il va dire qu'il s'excuse alors qu'il ne s'excuse pas du tout. Ou il va se faire semblant d'être gentil tout en disant doucement à un ami, une amie ou un membre de la famille qui devrait rentrer chez lui ou qu'il dégage. Ou il va en douce aller se plaindre de quelqu'un et dire du mal alors que la personne n'a rien fait pour mentir. Parce qu'en fait, cette personne aura vu clair dans son jeu. C'est difficile d'imaginer que son enfant est ça. C'est blessant, c'est humiliant, c'est culpabilisant et c'est flippant. Mais pour autant, ça existe. Et la société d'aujourd'hui a encouragé ça inconsciemment. Pourquoi? Parce que les enfants sont un petit peu les enfants rois depuis quelques années, même si on tend à essayer de remettre les choses dans l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, quel parent ne demande pas à son enfant ce qu'il veut pour Noël? Quel parent ne demande pas à son enfant quelle activité il a envie de faire pendant les vacances? Quel parent ne demande pas à son enfant quel film on met ce soir? Quel jeu on fait? Parce qu'on est plutôt dans un rapport actuellement où on est coopératif. Même aujourd'hui, tous les jeux de société sont en train d'être transformés pour être coopératifs. Je suppose que vous connaissez Monopoly et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une version coopérative du Monopoly. Je ne sais pas si vous avez vu Koh-Lanta, mais aujourd'hui, Koh-Lanta, pour gagner, il faut être celui qui a le moins manipulé, qui a été le moins stratège et le plus bienveillant. On est dans un monde qui a tendance à remettre au centre l'humanité, l'humain, la bienveillance et de belles valeurs morales. Et dans votre éducation, je suis sûre que vous l'avez transmis. Mais si vous êtes sur un enfant qui n'est pas réceptif à ça, ça ne va pas suffire. L'éducation bienveillante,
est insuffisante lorsque vous êtes avec un enfant qui n'a pas de moralité et qui est plus dans le ça que dans le surmoi ou dans le moi. Donc ce n'est pas forcément que l'éducation qui joue. Et c'est important d'être clairvoyant au moment où vous vous faites manipuler. Si vous laissez l'enfant plusieurs fois, vous commencez une partie d'un jeu, foutre en l'air et faire tomber les pions de tout le monde, si vous lui expliquez calmement et patiemment parce que vous voulez être plutôt dans un style d'éducation coopératif et bienveillant, eh bien vous pouvez être totalement à côté. Lui, il le voit comme une forme de faiblesse et il a l'impression qu'il peut encore plus vous manipuler parce que vous ne voyez rien. Alors il va augmenter et de plus en plus essayer de dépasser les limites. Et donc vous allez le voir de manière ahurie, vous insulter, dire des gros mots, ou avoir des comportements comme cracher son repas en public. Mais en fait, il n'a ce comportement que parce que vous n'avez pas réagi plus tôt. Il essaye quelque chose, vous ne réagissez pas, il essaye autre chose, vous ne réagissez pas, il essaye autre chose, vous ne réagissez pas, et on est dans la cascade, dans l'échelle. Alors quelles sont les erreurs déjà en termes d'éducation de faire avec aucun enfant? Déjà, premièrement, ne pas projeter sa propre enfance. C'est pas parce que vous avez du mal à l'école qu'il va avoir du mal à l'école, encouragez-le scolairement et réglez ça. Ensuite, ce n'est pas parce que vous avez du mal avec l'autorité qu'il va avoir du mal. Essayez de ne pas être solidaire de l'enfant qui vous ressemble, parce que sinon vous allez l'encourager et vous déresponsabiliser un petit peu de lui transmettre certaines choses dont il a besoin, parce que vous-même, vous n'étiez pas très fort à ça. La deuxième chose, c'est de ne pas oublier qu'entre le cadre et l'amour, on a fait une étude et on a montré que entre les enfants qui ont un cadre et qui n'ont pas d'amour, et les enfants qui ont de l'amour et qui n'ont pas de cadre, eh bien ce sont les enfants qui ont un cadre et pas d'amour qui s'en sortent le mieux. Donc ne pas oublier que même si on est dans une période de l'humanité où l'amour est au centre de notre préoccupation, le cadre est plus important. Ce cadre implique des horaires, des rituels de coucher pour les petits-enfants, un équilibre, des habitudes en termes d'horaire pour manger, mais aussi de faire les devoirs et d'inciter votre enfant à se dépasser en lui donnant des objectifs, en lui donnant des envies d'évolution et donc de le challenger. C'est très important. Et en même temps, de le récompenser, de le gratifier, de compliments lorsqu'il a avancé dans des objectifs, même si c'est des objectifs qui ne comptent pas pour vous. C'est important de toujours encourager, que ce soit en management ou en éducation, une évolution, quelle qu'elle soit. Et puis, bien sûr, de remettre de l'amour dedans, de la flexibilité, et de savoir que chaque enfant est différent, et que c'est pas parce qu'un a besoin de dormir 9 heures que l'autre n'a pas besoin de dormir 11 heures. Et du coup, de s'adapter aux besoins de chacun, découvrir celui qui est dyslexique, de quoi il a besoin, celui qui est zèbre, ne pas le coucher trop tôt parce que sinon il psychote dans son lit, par exemple. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos que je vous conseille de regarder pour ça. Mais du coup, comment faire pour arriver à faire un juste dosage entre le cadre et l'amour? Le cadre doit absolument répondre aux besoins de tout votre enfant sur le plan alimentaire, du sommeil, de la santé, de la sécurité. Lui faire une activité qu'il en ait envie ou pas, et du coup, s'il n'a aucune envie, de trouver ce qui est le mieux pour lui. En termes d'activités sportives et artistiques, je vous conseille toujours 2 activités. Une qui aille totalement dans le sens de sa personnalité. S'il aime se battre, faites-lui faire de la boxe. S'il aime plutôt être calme, faites-lui faire de la méditation. S'il aime la musique, faites-lui faire la musique. S'il aime courir, faites-lui faire du foot ou n'importe quel sport où on court. Et une activité complémentaire qui va lui permettre de développer une compétence qu'il n'a pas, vers lequel il pourrait aller. Alors pas à 100% loin de lui, parce que sinon il n'arrivera pas à la faire, mais quelque chose qui lui permet d'aller dans le sens de ce qui lui manque. C'est très important. Peut-être qu'il ne la fera qu'une année, mais en tout cas, il aura commencé à acquérir une compétence. Moi j'étais un vrai garçon manqué, ma mère m'a fait faire de la danse classique, je l'ai détestée bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse et la danse occupe une grande place dans ma vie, et c'est grâce à ma mère. Et je suis très heureuse qu'elle ne m'ait pas écoutée. Pourtant, quand on a un enfant qui a des capacités intellectuelles fortes dès l'enfance, on a tendance à se dire que comme il est sûr de lui, on doit pouvoir l'écouter et qu'il sait toujours ce qu'il y a de mieux pour lui. Non, il faut l'écouter quand il est pertinent, mais il faut quand même lui mettre un cadre et l'obliger certaines fois. Et c'est pareil pour les activités du week-end. Si votre enfant ne veut pas sortir, sortez-le quand même. S'il veut rester sur son ordinateur, n'obéissez pas. Trouvez un cadre. Vous allez donc lister l'ensemble des choses qui sont tellement fondamentales pour vous que vous ne pouvez pas déroger à la règle et que vous ne lâcherez pas. Parce que quand vous avez un enfant qui est zèbre ou THQI, vous avez l'impression d'avoir un jeune adulte face à vous. Et lorsqu'il est sûr qu'il ne veut pas quelque chose, lui tenir tête, c'est difficile. Et c'est pareil lorsque vous avez un enfant possession-addiction. Dès que vous avez un enfant qui a une énergie qui est plus forte que la vôtre, il prend un petit peu le dessus sur vous. Donc voilà mon premier conseil pour pouvoir élever ces enfants atypiques. Visualisez l'énergie que vous avez. Est-ce que vous vous sentez à 10 ou à 90%
par rapport à l'énergie qu'il faudrait pour pouvoir faire face à cet enfant. Sachant que vous imaginez, si jamais l'enfant est plus puissant que vous, que son énergie à lui est 100%. Donc vous avez visualisé le différentiel entre l'énergie, l'affirmation de soi, la certitude qu'il a dans ses décisions, le fait qu'il ne lâche rien, et vous qui êtes là, malmené dans vos doutes, parce qu'en plus, sachez que lui, il lit dans votre esprit vos doutes, et il va jouer dessus. Si vous avez peur d'être trop violent, il va essayer de vous culpabiliser là-dessus. Si vous avez peur de lui faire de la peine et de le punir, il va essayer de jouer là-dessus. Eh bien, la première chose, c'est de visualiser à combien vous êtes par rapport à lui, et de grandir, grandir, grandir par la visualisation de votre colonne vertébrale pour vous sentir de plus en plus grand et pouvoir vraiment être au moins égal, mais idéalement au-dessus de l'énergie de votre enfant. Grandir vos épaules, grandir votre confiance en vous, grandir votre aplomb, grandir votre détermination à reprendre votre place de parent. Vous pouvez faire l'exercice aussi de visualiser un arbre généalogique et de vous demander où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place de parent, ou est-ce que des fois c'est votre enfant qui est le parent, ou est-ce que vous vous sentez vous petite fille de votre conjoint, ou est-ce que vous sentez un petit peu le petit garçon de votre femme. En tout cas, essayez de visualiser si vous êtes bien à votre place de parent. Et vérifiez si votre enfant, lui, reste bien à sa place d'enfant. Et sinon, dites-le lui, surtout si c'est un enfant zèbre, THQ ou border, il est totalement capable de l'entendre. Et dites-lui, reprends ta place d'enfant, laisse-moi être ton parent, même si des fois tu vois des choses que je fais qui ne sont pas totalement cohérentes, pour t'offrir une véritable enfance, parce que sinon, tu vas être angoissé d'avoir l'impression que personne ne peut être ton N+1, c'est-à-dire être au-dessus de toi et te donner un cadre. Pour autant, bien sûr, si c'est un enfant zèbre ou border, et même tout enfant, soyez cohérent pour être structurant. Parce que l'autre erreur à ne pas commettre en tant que parent, c'est soit d'être un mauvais exemple, parce que vous buvez, parce que vous mettez en colère, parce que vous changez trop souvent de conjoint, vous créez une instabilité, soit de vous-même être tellement dans le doute que votre enfant est obligé de compenser, de faire les bagages à votre place, de prendre une résa à votre place, de régler des problèmes dans la maison parce que vous n'occupez pas votre place de parent. Donc, prenez cette place, récupérez-la, et si vous ne savez pas le faire, travaillez dessus et appelez-moi. Grandissez votre colonne, grandissez un petit peu comme si vous aviez des ailes qui se rouvrent et vous reprenez totalement le lit de votre vie. Et quand votre enfant, par exemple, s'il est possession-addiction, va faire une crise, au moment où il fait une crise, vous allez vous demander, est-ce que je suis capable de tenir jusqu'au bout face à cette crise? Si ce n'est pas le cas, celle-là, je ne m'y intéresse même pas. Vous allez faire la liste, c'est mon deuxième conseil, de toutes les choses pour lesquelles vous ne lâcherez pas. Et au début, la liste, ça peut être juste 3 petits points, peut-être même un seul. Mais vous vous dites, celle-là, je le mènerai jusqu'au bout parce que c'est trop dangereux. Mon enfant est passé derrière une voiture, moi j'ai une petite nièce qui est possession-addiction. Elle avait 3 ans, elle était derrière une voiture, je voulais l'empêcher de se faire écraser, elle hurlait à la mort pour se faire écraser. Dans ces cas-là, vous n'avez pas le choix, vous devez être plus puissant. Et bien du coup, vous n'allez pas lâcher. La toute première fois, ça va vous paraître incroyablement difficile, mais vous allez prendre l'enfant, le mettre sur un meuble si possible loin de toute autre chose, parce que vous allez lui demander de ne pas bouger. Et lui, comme c'est la première fois que vous allez lui résister totalement, il va monter. Au début, il va essayer de vous culpabiliser, de crier, de hurler, puis normalement, il va commencer à vous frapper, vous mordre, vous donner des coups de pied, ou essayer, si quelqu'un passe par là, de pouvoir jouer les victimes. C'est pour ça que c'est important que les 2 parents soient solidaires, et plus tard, quand vous serez prêts, de réussir à consolider votre famille autour de vous et autour du projet de ne rien concéder, mais pas au début. Il y a des étapes. Donc vous allez tenir. L'enfant va hurler, frapper, se débattre, et il faut être prêt, n'avoir aucun engagement derrière, parce que normalement ça durera à peu près entre 1h30 à 2h, pendant lequel votre enfant va tout faire pour vous faire lâcher et vous avoir à l'usure. Bien sûr qu'il va essayer à des moments de pleurer et d'être fragile, d'être innocent. À ces moments-là, vous lui faites un bisou et vous lui parlez gentiment en lui disant que s'il se calme, pas de problème, avec plaisir de repasser un bon moment. Et vous lui montrez là que vous êtes un parent aimant et bienveillant. Et dès qu'il recommence à prendre des yeux de sociopathe et de vouloir vraiment vous tuer avec ses yeux, vous reprenez le fait de le tenir avec fermeté, aucune agressivité, aucune violence, vous tenez bon. Sachez que vous n'aurez faire ça qu'une seule fois. Une seule fois pour reprendre votre place de parent face aux enfants où vraiment on est en train de parler là de possession-reddition, c'est-à-dire les enfants qui sont ingérables et où leur violence est dangereuse pour eux et pour les autres. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. J'ai eu une petite fille comme ça l'année dernière qui venait, qui mordait, qui crachait, qui insultait et qui faisait toutes sortes de choses à ses parents adoptifs. Ils n'en pouvaient plus. Et du coup, la consultation ça a été que ça, pendant 2 heures. Et depuis, les parents m'ont dit qu'elle a totalement changé.
qu'elle s'est calmée. Malheureusement, c'est souvent moi qui suis la seule personne capable de pouvoir le faire. Et donc du coup, j'ai eu plusieurs enfants en possession addiction comme ça, dans une consultation. Je dis malheureusement, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que d'autres parents aient le courage de tenir, parce que c'est à vous de le faire. Parce que du coup, derrière, c'est à la maison, c'est vous qui êtes le référent. Parce que celui qui fait ça, c'est la personne qu'ils vont respecter. Alors comment savoir que l'enfant ne souffre pas? D'abord, quand vous avez fini et que vous le reposez, il a la banane jusque-là. C'est votre meilleur copain, il vous sourit, il vous respecte, il vous admire. Donc on voit bien qu'il n'a pas du tout souffert. Ensuite, même lorsqu'ils font des larmes, ce sont des larmes de crocodile. Mais on voit bien qu'en fait, ils n'ont jamais mal. Les possessions addiction ne souffrent pas. Ils sont béton armé, c'est des Schwarzenegger en puissance. Il faut vraiment réaliser que c'est le corps de Staline ou de Mussolini. Ils sont absolument infatigables. Donc ne vous inquiétez pas. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on projette sur eux, c'est-à-dire que nous, on n'aimerait pas qu'on nous punisse dans notre chambre pendant 1 heure et on trouverait qu'on serait traumatisé, mais en fait, eux, pas du tout. Par contre, si vous avez peur de ça, ils vont faire semblant de ça, évidemment. Mais vous voyez bien que ce sont de fausses émotions. Ensuite, il faut être vraiment conscient que c'est l'amour qui guide votre démarche. Vous le faites pour apaiser cet enfant qui a besoin de sentir que vous êtes plus puissant que lui, plus fort que lui, et que vous n'avez pas peur de lui. Cet enfant est en détresse s'il sent qu'il peut vous écraser, vous manipuler et obtenir ce qu'il veut de vous à volonté. Du coup, il n'a jamais de référent. Et du coup, dans sa vie, il va continuer. Il va manipuler les gens, il va écraser les gens financièrement, professionnellement, amoureusement, retourner les cerveaux et être la pire personne au monde. Vous avez la responsabilité de lui redonner un cadre. C'est le fameux sur moi. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo. Donc, mon premier conseil, soyez plus grand. Mon deuxième conseil, tenez une fois. La deuxième, la troisième et la quatrième fois, vous aurez peut-être à le faire 1 semaine après, 3 mois après, 6 mois après. Ça durera sans doute moins longtemps. Peut-être 1 an plus tard, vous aurez à le refaire une fois. Mais normalement, ça va être de moins en moins souvent et vous allez avoir un enfant stabilisé, calme, beaucoup plus gentil. Après, votre rôle, ça va être de l'aider à repérer quand est-ce qu'il fait son loup noir, par exemple. On peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire lorsqu'il va manipuler son frère ou sa sœur, le faire pleurer, jeter tous les jouets, casser les choses, vous insulter, essayer de vous faire croire pendant le repas que finalement il n'aime plus quelque chose ou qu'il s'étouffe alors que c'est pas vrai. Et lui montrer que vous n'êtes pas dupe. Dès que vous allez lui montrer et ne pas céder, et peu importe si c'est qu'il ne mange pas, peu importe si c'est de le mettre dans sa chambre, mais il faut que ce soit adapté. Ne le punissez pas forcément. L'enfant, s'il sait que vous avez vu, et si vous mettez un non qui est ferme et qui fait qu'il va devoir manger quand même, pas de problème. On n'a pas besoin d'en arriver à la punition, etc. Normalement, un cadre bien posé, une fermeté comme Super Nanny, et tout rentre dans l'ordre instantanément. Ne vous mettez pas systématiquement dans un système de punition, parce que du coup, il vous aura à l'usure. Et si vous devez le punir trop souvent, eh bien, vous n'allez pas tenir. Donc, il vaut mieux tenir au début une seule fois pendant 2 heures sur un seul sujet que ce que vous faites probablement actuellement, qui est le punir, finir par lâcher, puis réessayer et le faire en fonction de votre énergie du jour. Et donc, si vous êtes fatigué, vous faire bouffer. Quand vous aurez réglé tout ça chez cet enfant-là, la dernière étape, ça va être de repérer que dès qu'il est fatigué, il va se remettre dedans. Donc, essayez d'avoir toujours de quoi manger, de ne pas faire des trop longs randos, de repérer quand est-ce qu'il est fatigué en avance, d'essayer de répondre véritablement à ses besoins. Et du coup, revenons aux enfants en général. De manière générale, répondez aux enfants en répondant à leurs besoins. S'ils aiment être tranquilles et calmes, octroyez-leur des moments de sérénité. Préservez-les du bruit. S'ils ont besoin de plus de sommeil, organisez-vous. Trouvez l'alimentation adaptée à chaque groupe sanguin. Et si vous ne savez pas, je vous donnerai le document avec plaisir. Adaptez-vous aux besoins de chaque enfant en fonction de sa sensibilité, de ses centres d'intérêt. Non pas en lui demandant son avis sur tout, mais en apprenant à le connaître. Souvent, on pose la question à son enfant parce qu'en fait, on fait l'économie de vraiment découvrir qui est notre enfant et de savoir ce qui compte pour lui. Apprenez à le connaître, répondez à ses besoins et demandez-lui beaucoup moins souvent ce qu'il a envie pour ne pas continuer à augmenter cet ego démesuré que la société encourage. Ces dernières années, je vous le disais, toute cette violence, toute cette agressivité, tous ces excès ont augmenté parce que nous sommes dans une société de consommation, nous le savons, et une société égocentrée où on encourage tout le monde à croire qu'il est un super-héros hors du commun. Donnez à votre enfant le plus beau des cadeaux, celui de l'humilité, celui d'aimer une vie simple, facile, accessible. Faites-lui aimer la nature, les randos, qu'il aime ça ou pas. Donnez-lui le goût de l'effort, donnez-lui des tâches ménagères à faire dès la prime enfance et petit à petit augmentez ces tâches et ne lâchez pas. Demandez-lui
comment ça s'est passé à l'école et ne lâchez pas le fait de faire ses devoirs. Donnez-lui un cadre, une structure, une fermeté. Et en même temps, beaucoup de douceur, d'écoute, de bienveillance et d'adaptation. Alors, vous serez un parent heureux avec des enfants dans la gratitude et vous vivrez, quels que soient vos âges, jusqu'à la fin en étant fiers de l'adulte et du parent que vous avez été. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que vous arriverez à en profiter. Si vous avez besoin de conseils complémentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Très bonne journée et à bientôt. Si vous voulez en savoir plus et surtout comment résoudre tout ça, je vous donne rendez-vous sur mon site Sonia Spellen et tous les mardis sur YouTube.